En un an, la République centrafricaine a basculé dans une spirale de violence incontrôlable. Les attaques font des victimes parmi les civils et les humanitaires. Les incidents de sécurité touchant MSF se sont faits de plus en plus nombreux et de plus en plus graves. Et le 26 avril 2014, une attaque dans l'hôpital de Bogila a fait 18 morts, dont 3 membres du personnel MSF. MSF était déjà présente en RCA bien avant le début de la crise, dans 2 villes de l'ouest du pays, Paoua et Karno. En août 2013, un nouveau programme débuta à Bria, dans l'Est, pour prendre en charge les populations qui vivaient en brousse, chassées de chez elles par les exactions de la Séléka, alors au pouvoir. Dans cette zone, où plus aucune structure de santé ne fonctionne, le paludisme fait des ravages. Quand on était dans la brousse, on ne pouvait rien faire quand les enfants tombaient malades. Pour les soigner, on utilisait des racines et des feuilles d'arbres comme médicaments. Il n'y a aucun hôpital. Et même le traitement qu'on utilisait n'était pas efficace pour les enfants. Mais c'est le 5 décembre que la situation bascule quand les milices anti-Balaka attaquent Bangui. Ce jour-là, une équipe MSF, prépositionnée à l'hôpital communautaire, a pris en charge plus de 100 blessés. Depuis, alors que les exactions se poursuivent, les équipes ont mené plus de 2000 actes chirurgicaux à Bangui, essentiellement sur des victimes de violences. Fin février, après l'avoir remise en état, les équipes se sont installées dans une nouvelle structure, plus grande et plus adaptée. Le déménagement à l'hôpital général a permis d'améliorer la prise en charge des malades. Dans le même temps, la violence s'est étendue dans le pays, forçant MSF à ouvrir de nouvelles activités d'urgence à Bangui, puis dans l'ouest. Et sur Bangui, l'autre activité que nous avons, c'est l'intervention au niveau du centre de santé de Mamadou Mbaïki dans le quartier PK5, qui est un des quartiers musulmans de Bangui. Et on intervient aussi avec des consultations médicales à la grande mosquée où sont environ regroupées 1 millier de personnes musulmanes. L'autre projet d'urgence, c'est Bokaranga, qui a ouvert il y a quelques semaines, où on intervient au niveau de l'hospitalisation et on assure les consultations pédiatriques au niveau de l'hôpital de Bokaranga. On assure aussi un soutien à 11 centres de santé périphériques. On est vraiment à un coin entre plusieurs pays, le Cameroun et le Tchad, avec présence de pas mal de groupes armés, de transhumance de peuples qui généralement génèrent des tensions et des conflits. Donc voilà, on assure cette présence à Bokaranga jusqu'en septembre-octobre certainement, pour voir un petit peu la situation sécuritaire et pour assurer les soins, l'accès aux soins pendant le pic palu. Des localités longtemps restées calmes ont elles aussi fini par sombrer dans la violence, comme Karno, aux mains des anti-Balaka depuis début février. Les combats en ville et dans les alentours font de nombreux blessés qui ne peuvent être pris en charge correctement dans l'hôpital de la ville. MSF a référé les cas les plus graves sur ses autres projets chirurgicaux et s'est retrouvé confronté à la difficulté d'évacuer des musulmans sous la menace des milices anti-Balaka. Début mars, face à un nouvel afflux de blessés, une équipe chirurgicale volante arrive en urgence de Bangui. Ces violences ont aussi poussé de nombreux musulmans et peuls à se réfugier dans l'église de Karno. Malgré les latrines, les douches et les consultations médicales fournies par MSF, leur situation est très précaire. Le millier de personnes qui vivent ici n'attendent qu'une chose, quitter la RCA ou rejoindre l'Est ou le Nord du pays. À la mi-mars 2014, selon les Nations Unies, 600 000 personnes seraient déplacées dans le pays et près de 300 000 réfugiés au Tchad, au Cameroun, au Congo-Brazzaville et en RDC. L'ensemble de la population centrafricaine est victime des exactions commises par les deux camps, mais la communauté musulmane, particulièrement ciblée, est condamnée à vivre dans des enclaves en attendant un départ éventuel. Au Tchad, MSF intervient dans 3 localités qui accueillent un grand nombre de réfugiés. Les équipes leur fournissent des soins et gèrent l'approvisionnement et les installations sanitaires. Elles entendent les mêmes récits de fuite, de panique, de violence. Tout d'abord, il y a l'attaque de leur village, l'attaque de leur campement. Et là, c'est la fuite, l'éparpillement en brousse, certains partant à droite, d'autres à gauche. Puis finalement, une deuxième étape où ils ont essayé en général de rejoindre la capitale Bangui, d'où il y avait des convois en fait organisés par l'armée tchadienne qui permettaient aux personnes de partir, a priori gratuitement, vers le Tchad et les pays limitrophes.
Donc là aussi, cette fuite a été caractérisée malheureusement aussi par la violence, avec des récits de viol et puis aujourd'hui une arrivée sans toute la famille, puisque la famille a été éparpillée tout au long de ce long périple. Quand les véhicules sont arrivés, on voyait des gens se précipiter pour monter dedans. Il y avait beaucoup de camions, les gens étaient entassés. Il y avait tellement de monde que les enfants étouffaient. Le chauffeur a arrêté le véhicule pour vérifier si quelque chose n'allait pas et les gens ont dit au chauffeur que les enfants pleuraient à cause de la chaleur. Ici, les réfugiés ont retrouvé la sécurité, mais leurs conditions de vie sont précaires. Souvent, ils vivent dehors ou dans des abris de fortune. L'approvisionnement en eau est insuffisant, tout comme le nombre de latrines, et les distributions de nourriture sont irrégulières. Certains gardent l'espoir de retourner dans leur pays, mais les échos des massacres de l'autre côté de la frontière leur parviennent et éloignent chaque fois un peu plus cette perspective. En juillet 2013, alors que la région de Kamengo au nord Kivu venait de connaître une vague de violence, 4 membres de MSF, Chantal, Philippe, Richard et Romy, se sont rendus sur place pour évaluer les besoins sanitaires de la population. Le 11 juillet, à partir de 10h le matin, on n'a plus eu de contact téléphonique ou autre avec cette équipe. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on est le 17 mai, toujours, on n'a aucun contact ni preuve de vie directe de ses collègues. C'est pas un secret. Cette zone était contrôlée à l'époque par un groupe de rebelles ougandais. Et on estime et on a des informations comme quoi ce groupe est derrière la disparition de nos collègues. On a des preuves de vie indirectes via des prisonniers de guerre ou des anciens otages qui nous ont rapporté que nos collègues sont toujours vivants. Dans tous les cas, depuis le premier jour, on a constitué une équipe de cellules de crise et sur le terrain et au siège. Cette équipe cellule de crise continue toujours sans relâche à faire le mieux possible pour tenter de trouver les collègues et organiser le retour auprès des familles. Au total, plusieurs centaines de personnes seraient aujourd'hui retenues en otage dans la région du Nord Kivu. Alors que l'armée congolaise a repris plusieurs des bases du groupe rebelle ADF Nalu, MSF s'inquiète du sort de ses collègues et des personnes détenues par ce groupe et demande à ce que toutes les précautions soient prises pour préserver la vie des otages. Les violences qui ont provoqué la disparition des 4 employés de MSF ont aussi poussé des milliers de personnes à chercher refuge en Ouganda. Le camp de transit de Bukanga a rapidement été débordé et les réfugiés ont peu à peu été transférés vers un camp permanent. Au total, MSF est venu en aide à plus de 50 000 personnes, congolais et ougandais, pour améliorer les conditions sanitaires, prendre en charge la malnutrition et vacciner les réfugiés. Aujourd'hui, nous sommes en train de partager les bâches, sans chambre, sans quoi, avec tous ces enfants, ça ne va pas. Surtout quand il pleut ici, c'est un problème. On passe la nuit dans l'eau. Retour en RDC. D'un côté et de l'autre de la frontière, la même vision des milliers de personnes qui vivent sous des tentes. Nous sommes cette fois un peu plus au sud, dans la région de Goma. La présence du groupe rebelle M23 ici a entraîné d'importants déplacements de population. En ce moment, le camp de Mugunga 3 est occupé environ par 15 à 20 000 personnes. Et la moitié était déjà là l'année dernière. Et une autre partie est arrivée après la prise de Goma par le M23 au mois de décembre. Donc ils s'étaient d'abord établis sur des camps au nord de Goma. Et quand le M23 a pris Goma, ils ont fui le nord de Goma vers Mugunga, où ils sont installés. Le nombre de réfugiés qui vit ici varie selon le rythme des affrontements dans la région. Alors que les populations ne cessent de se déplacer pour fuir les violences, elles sont suivies par les équipes MSF qui leur apportent des soins afin de limiter l'impact sur leur santé de ces conditions de vie désastreuses. Dans le camp de Mugunga 3, comme dans d'autres projets ailleurs en RDC,
MSF mène une lutte contre les épidémies de rougeole, de paludisme et de choléra. On gère un OPD, donc des consultations, une petite hospitalisation avant référence. On prend aussi beaucoup en charge des violences sexuelles. Il y a beaucoup de forces négatives ou des milices armées, ou ça peut même être des soldats de l'armée congolaise qui traînent un peu autour et qui profitent de la situation. Donc c'est vraiment aussi une partie importante de notre prise en charge, tout ce travail autour des femmes violées. La violence qui dure depuis des années dans l'est de la RDC est le fait d'un grand nombre de milices, mais aussi de membres de l'armée régulière qui n'hésitent pas à se livrer à des exactions, des représailles, des pillages. Le renforcement du mandat de la force des Nations Unies, la MONUSCO, n'a pour l'instant pas réussi à enrayer ce cercle infernal. Bor en janvier 2014, Malakal, un mois plus tard. Ces images témoignent de la violence qui s'est abattue sur le Soudan du Sud depuis la fin 2013, quand les forces gouvernementales et celles de l'opposition ont commencé à s'affronter. Une lutte pour le pouvoir, partie de la capitale, qui s'est rapidement étendue dans le pays. Des milliers de personnes sont décédées, 300 000 autres ont décidé de fuir les violences et les privations. Elles se sont réfugiées dans les pays voisins. Première destination, l'Ouganda, des Sud-Soudanais ont franchi la frontière sud de leur pays dès le mois de décembre. En janvier, MSF commençait à déployer des secours d'urgence dans les camps et à proximité, dans l'hôpital de Zaïre. The situation was very chaotic and we have put in place immediately water tanks. La situation était très chaotique. Nous avons immédiatement installé des réservoirs pour alimenter le camp en eau et avons aussi mis en place un centre de santé pour répondre aux besoins urgents de la population. Dans le centre de santé, nous avons augmenté notre capacité d'hospitalisation. Nous avons développé l'activité dans la salle d'accouchement et à la maternité. Nous avons mis en place un service de nutrition thérapeutique intensive pour les enfants souffrant de malnutrition et nous avons recruté du personnel. En mai 2014, environ 70 000 réfugiés vivaient dans le district d'Adjoumani. Dès leur arrivée dans le camp de transit de New Manzi, les équipes MSF leur offrent des consultations médicales, assurent la vaccination de routine et le dépistage de la malnutrition chez les jeunes enfants. Des soins qui se poursuivent dans 4 camps permanents. Entre janvier et fin avril, les équipes ont donné 37 000 consultations médicales pour des cas de paludisme et d'infections respiratoires principalement. Deuxième destination, l'Éthiopie, à la frontière est du Soudan du Sud. Après des jours, si ce n'est des semaines de marche, les réfugiés arrivent dans la région de Gambela. Tout comme en Ouganda, MSF prend en charge les réfugiés dès leur arrivée dans le pays. Une majorité d'entre eux, je pense environ 90%, sont des femmes et des enfants. Ces personnes ont dû marcher sur de longues distances et elles arrivent très fatiguées, dans un état d'épuisement. Au moins 110 000 Sud-Soudanais vivaient en Éthiopie au mois de mai 2014. Les conditions de vie dans les camps, dans la région de Gambela, sont très précaires. Il n'y a pas assez d'abris, de latrines, l'approvisionnement en eau et en nourriture est insuffisant. MSF intervient dans 2 hôpitaux, à Liéchouar et Itang, et prend en charge les consultations externes, la maternité et la malnutrition qui fait des ravages. À Liéchouar, le dépistage réalisé en mai parmi les moins de 5 ans a montré qu'un enfant sur 20 souffrait de malnutrition aiguë sévère. S'ajoutent souvent à cela des diarrhées sévères, infections respiratoires ou rougeole, des pathologies liées aux conditions de vie. L'approvisionnement en eau est toujours à un stade critique, bien en dessous des normes acceptables. Les pluies commencent, la saison du paludisme devrait bientôt débuter et la question des abris est un gros problème. En 3 mois, les équipes MSF présentes en Éthiopie ont mené 12 300 consultations médicales. Mais cela ne permet pas de faire face aux besoins. Cette crise nécessite une mobilisation exceptionnelle et une simplification des modalités de déploiement de l'aide. Fin mai, alors qu'un millier de Sud-Soudanais franchissaient chaque jour la frontière, la réponse humanitaire n'était toujours pas suffisante face à l'urgence.
et de fortes pluies inondaient déjà les camps de réfugiés. Mars 2011, début du conflit syrien. Aujourd'hui, alors qu'on dénombre plus de 160 000 victimes, la guerre continue. L'armée ne cesse de lâcher des barils d'explosifs sur les villes. En août 2013, une attaque sans précédent à l'arme chimique frappait la vallée de la Routa, faisant plus de 300 morts. La situation sécuritaire s'est nettement dégradée dans le nord du pays, où interviennent les équipes MSF. Le 2 janvier dernier, 5 collègues de centre opérationnel de Bruxelles avaient été arrêtés, entre guillemets, par un groupe armé au nord de la Syrie. Ces collègues avaient été détenus dans des mauvaises conditions plusieurs mois dans le nord-est syrien par ce même groupe armé. Ils avaient été libérés en mai de cette année. Malgré la bonne résolution de cet enlèvement, MSF estime qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas les garanties sécuritaires pour assurer des opérations de secours dans certaines zones de la Syrie, même si les besoins sont énormes. Conséquence de cette insécurité, MSF a déjà fermé certaines de ses structures dans le nord de la Syrie. Un autre hôpital qui avait ouvert au printemps 2013 dans le gouvernorat d'Alep cessera lui aussi bientôt son activité. Il offrait des soins à la population, victime indirecte du conflit et négligée par les rares acteurs médicaux. On va partir de certaines zones, mais on ne partira pas de la Syrie. On essaiera de renforcer nos contacts avec tous les commandants, tous les leaders théologiques islamistes. On doit continuer à dialoguer, à expliquer MSF. Et si les garanties sécuritaires par certains groupes armés sont de nouveau assurées, donc on reviendra probablement sur notre décision et on reviendra probablement d'une façon importante dans certaines zones abandonnées par MSF. L'hôpital situé dans la région d'Idlib, lui, continue de fonctionner. Il a ouvert ses portes en juin 2012, alors que le conflit faisait rage à quelques kilomètres de là. Depuis, la ligne de front s'est éloignée et le nombre de blessés reçus à l'hôpital a diminué. Mais les mauvaises conditions de vie, notamment, sont responsables de nombreux accidents et la prise en charge des brûlés est devenue l'activité principale de l'hôpital. Ces patients reçoivent aussi des soins de physiothérapie et, pour ceux qui en ressentent le besoin, un soutien psychologique. Grâce à un réseau de volontaires syriens, MSF a aussi pu distribuer tentes et médicaments à des populations déplacées qui ont dû fuir la région d'Al-Safira en octobre 2013. Ils sont partis car il y a eu des bombardements très intensifs pendant 5 jours. Les camps déplacés et la ville d'Al-Safira étaient bombardés. Et à peu près toute la population, tous ceux qui n'étaient pas blessés sont partis. Alors que la situation empire de jour en jour, les Syriens sont toujours plus nombreux à fuir. Selon les Nations Unies, ils sont plus de 6,5 millions déplacés en Syrie, 2 700 000 réfugiés dans les pays limitrophes. Ils vivent dans des camps ou des familles d'accueil et dépendent de l'aide extérieure pour survivre. Au Kurdistan irakien, MSF intervient dans 2 camps de la province d'Erbil, Kawargosk et Dara Shakran, pour y fournir des consultations externes, mais aussi des soins d'urgence et de santé mentale. En Jordanie, les blessés qui ont besoin de soins chirurgicaux et de physiothérapie sont transférés dans le programme d'Aman, qui offre aussi un service de consultation externe aux réfugiés. Entre mars et novembre 2013, les équipes ont aussi géré une unité d'hospitalisation et des consultations externes pour les enfants dans le camp de Zaatari. Ces structures ont fermé à la fin de l'année, car les besoins de santé étaient suffisamment pris en charge par les autres acteurs humanitaires. Une clinique pour les femmes et les enfants a dans le même temps ouvert ses portes à Irbid. Les équipes fournissent des soins aux réfugiés qui vivent en famille d'accueil ou aux familles jordaniennes qui n'ont pas accès au système de soins du pays. Le typhon qui a frappé les Philippines le 8 novembre 2013 était d'une intensité inédite.
Pourtant bien préparée à ce genre d'événement, la population a été surprise par la violence de la catastrophe. S'ajoutant aux vagues, des vents soufflant à plus de 300 km/h ont entièrement détruit plusieurs villages côtiers et fait, selon les autorités philippines, plus de 6200 victimes. C'était un peu un paysage apocalyptique, quoi. On était à J6 après le typhon. Il y avait encore énormément de débris partout. Les principales routes étaient ouvertes, mais les immeubles étaient quand même très endommagés, tout était détruit. Il y avait beaucoup d'endroits où il y avait des gravats, pas mal d'endroits aussi avec des odeurs de mort assez fortes. Pour MSF, la première difficulté est de parvenir jusqu'à Tacloban, l'une des villes les plus touchées par le typhon. L'aéroport est détruit et l'aide peine à parvenir à ceux qui en ont besoin. On savait que l'aéroport avait été touché, que les voies de communication étaient complètement endommagées. L'équipe a dû attendre 5 jours avant de pouvoir arriver. Donc au début, on essayait de voir par quels moyens. Les militaires sont ceux qui sont arrivés les premiers pour d'abord déblayer. Ensuite, on a commencé à essayer de trouver des moyens privés, du coup, pour des moyens privés de transport pour pouvoir y aller. Dans la zone où sont les équipes, seuls 2 des 15 hôpitaux parviennent à fonctionner partiellement. Quand la structure sous-tente de MSF parvient enfin à Tacloban, une dizaine de jours après le typhon, les équipes l'installent immédiatement pour prendre en charge la chirurgie, la salle d'urgence, l'hospitalisation, les consultations externes, la maternité et les soins aux nouveau-nés. En parallèle, 2 dispensaires sont mis en place dans des villages au sud de Tacloban. Ici, on est à Talawan, qui est à une trentaine de minutes de Tacloban. Là, on est en train de poser un hôpital avec des tentes gonflables également pour une maternité, une pédiatrie et un OPD. Entre le 8 novembre et la fin décembre, MSF aura pratiqué 260 interventions chirurgicales, donné plus de 15 000 consultations et pratiqué plus de 130 accouchements. 3000 familles ont aussi reçu des biens de première nécessité, tentes, ustensiles de cuisine ou encore couvertures. Passé la phase d'urgence, les services publics philippins ont rapidement commencé à se remettre sur pied. Ce qu'on voit, c'est que les choses avancent très vite. Au départ, on ne pensait pas que ça repartirait aussi vite. Donc on imagine, on espère que d'ici quelques mois, le service public sera rétabli. À la fin du mois de mai 2014, les équipes MSF encore sur place se focalisaient sur la santé des femmes et des enfants. Leur travail se poursuivra jusqu'à ce qu'une offre de soins à la hauteur des besoins soit restaurée. Situé dans le bidonville de Cité-Soleil à Port-au-Prince, l'hôpital Drouillard est une structure en container ouverte en 2011. Après la structure sous-tente installée pour prendre en charge les victimes du séisme en 2010, et alors que les besoins sanitaires étaient toujours immenses, MSF avait souhaité continuer à travailler dans le pays. En un an, plus de 13 000 urgences chirurgicales ont été prises en charge ici. L'accent est notamment mis sur la prise en charge des victimes de violences, dont les violences sexuelles, mais aussi les accidentés de la route et domestiques. L'hôpital de Drouillard est aussi l'unique centre de référence pour les brûlés dans tout le pays. Ce type de prise en charge coûteuse n'est pas la priorité du ministère de la Santé haïtien, malgré des besoins immenses dans ce pays où les conditions de vie restent très précaires. À Drouillard, le service ne désemplit pas. 1400 patients brûlés ont été pris en charge en 2013. Le plus gros de nos patients, en fait, ce sont des enfants, entre 1 et 2 ans, quand ils commencent à marcher et à explorer le monde, où ils se brûlent assez souvent avec de la nourriture chaude. C'est des brûlures assez superficielles qui guérissent assez vite, mais qui, avec beaucoup de patients, donc ça occupe la majorité de notre activité. Et à côté de ça, on a des patients généralement adultes, avec des accidents plus graves, des brûlures par flamme, des brûlures électriques, parce que le réseau d'électricité à Haïti est en assez mauvais état. Et donc ça, c'est ces patients plus grands brûlés ils restent plus longtemps en hospitalisation. C'est des brûlures plus compliquées à traiter et avec un taux de mortalité assez important. Clausel, qui doit exercer plusieurs métiers pour gagner de quoi vivre, est à tour de rôle maçon, charpentier, plombier ou électricien. Mais lors de cette interview début septembre, cela fait plus d'1 mois qu'il est hospitalisé
Il est brûlé au coude et à la cheville. Il y a un transformateur privé dans mon quartier. Habituellement, c'est moi qui fais la maintenance. Il y avait un problème. Je suis allé voir ce qui se passait. Il y avait un fil coupé, un fil de haute tension. C'est comme ça que je me suis brûlé. L'hôpital de Drouillard prend aussi en charge la traumatologie. Accident de la route, plaies par balle ou par arme blanche sont les principales causes d'admission. Ce jour-là, 3 chirurgiens interviennent ensemble au bloc pour une patiente qui souffre d'une fracture ouverte après un accident de la route. On vient de faire une intervention qui est un peu pluridisciplinaire, puisqu'il y avait l'orthopédiste qui a repris, c'était une fracture ouverte infectée, la plasticienne, moi je suis chirurgien vasculaire. C'est une intervention qui est compliquée, qu'on a pu faire dans de bonnes conditions, en collaborant tous les 3. Si on ne faisait pas cette opération, cette jeune fille était candidat à ce qu'on lui coupe la jambe. Qu'ils soient victimes de brûlures, d'un accident de la route ou de violence, les patients qui en ont besoin bénéficient ensuite de séances de physiothérapie. Chaque service a sa particularité. Par exemple, dans le cas du service des brûlés, il s'agit d'une physiothérapie de prévention pour éviter la contraction de la peau et une physiothérapie au niveau fonctionnel aussi. Les patients du service de soins intensifs, eux, viennent pour la kinésithérapie respiratoire. Et en ambulatoire, ce sont des soins de réhabilitation pour réintégrer le patient dans la société. Aujourd'hui, l'objectif de MSF est de se concentrer sur les grands brûlés. Un nouvel hôpital plus facile d'accès et entièrement consacré à ce type de prise en charge devrait bientôt ouvrir ses portes à Port-au-Prince. Pendant ce temps, des discussions menées avec les autorités de santé haïtiennes permettront à MSF d'évaluer précisément quels sont les besoins en traumatologie, quelles sont les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de structure adaptée. À la fin de cette évaluation, les équipes redémarreront si besoin une activité en traumatologie. Bande de Gaza, à l'automne 2013. La population qui vit sous le blocus israélien a vu ses conditions de vie se dégrader encore un peu plus quand le passage vers l'Égypte a été fermé, conséquence de la crise politique qui agite le pays voisin. Cette fermeture a aggravé la crise économique, forçant notamment les habitants à utiliser de vieilles bouteilles de gaz. Résultat, les accidents domestiques se multiplient et font de nombreuses victimes, comme ce jeune garçon. Nous opérons plusieurs fois dans l'année des patients qui sont pour la plupart des enfants et qui ont des brûlures, qui ont aussi parfois des traumatismes et des accidents domestiques liés à l'embargo et du fait que les générateurs explosent. Nous souhaitons réduire la liste d'attente qui est actuellement plus de 450 patients qui attendent d'être opérés dans la bande de Gaza. En 2013, près de 300 patients ont été opérés à l'hôpital Nasser de Khan Younis, spécialisé dans la chirurgie de la main. Ces patients sont ensuite pris en charge dans la clinique de soins post-opératoires. Le but de ce suivi post-opératoire, c'est que nos patients retrouvent une mobilité complète de leurs membres et qu'ils puissent refaire des actes de la vie quotidienne. Territoire palestinien toujours, côté Cisjordanie cette fois. Ici, MSF prend en charge les personnes qui présentent des syndromes post-traumatiques ou souffrent de stress aigu. Plus de 2/3 de ce territoire sont sous contrôle de l'armée israélienne, une violence quotidienne aggravée par la présence de plus de 500 000 colons israéliens. À Salem, comme dans de nombreux autres villages, les habitants n'ont pas d'autre choix que de vivre à côté des colons. Wissam s'y rend régulièrement pour y mener des consultations. Comme dans tous les villages en Palestine, il y a beaucoup de souffrance à Salem. Il y a une colonie à côté d'ici et les colons ont l'habitude de descendre et de harceler les gens. Il y a les soldats de l'armée israélienne aussi. Ils rentrent chez les gens pour les arrêter. La psychologue poursuit sa tournée. À chaque arrêt, elle est témoin des conséquences désastreuses de cette cohabitation forcée. Les habitants qui vivent la peur au ventre,
à quelques mètres de leurs champs d'oliviers qui ont été incendiés. L'équipe de l'hôpital républicain des urgences de Grozny se prépare. Dans quelques instants, ces personnes vont réaliser coronarographie et angioplastie. Nous sommes dans l'unité de réanimation du service de cardiologie. C'est la fin d'un atelier de 2 semaines, pendant lequel des médecins MSF ont formé le personnel de l'hôpital. La coronarographie, c'est une technique médicale en fait, qui consiste à visualiser l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Donc, par exemple, pour la coronarographie, ça veut dire les artères coronaires, donc les artères du cœur. Dans la foulée, généralement, il va se pratiquer ce qu'on appelle une angioplastie. Donc, c'est en fait, on va introduire un ballonnet à l'endroit du rétrécissement et on va faire en sorte que le rétrécissement lâche. L'équipe tchétchène sur Grozny avait débuté, avait commencé à faire ce genre d'intervention. Le niveau étant pas le même, notre apport à nous, c'est d'amener une expertise extérieure très pointue, donc qui va amener, et on l'espère assez rapidement, une amélioration de la qualité des soins qui sont à faire au niveau coronaro et au niveau angioplastie. Ce programme de formation est une nouveauté. Il s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'hôpital de Grozny et MSF qui dure depuis la fin 2010. L'objectif, améliorer la qualité des soins dans ce pays où 1 personne sur 6 souffre d'une maladie cardiovasculaire. Ces pathologies sont responsables d'environ 2/3 des décès. Il y a des facteurs de risque qui sont bien connus. Donc, les facteurs de risque qui sont non modifiables et pour lesquels on ne peut pas faire grand-chose, c'est l'âge et le sexe, bien sûr. Par contre, sur tous les autres facteurs de risque qui sont modifiables, le premier, c'est le tabagisme, à laquelle je pense. Il y a l'obésité. Et ça va de pair avec la sédentarité. Et puis, il y a aussi les grandes maladies comme l'hypertension, le diabète. Ces facteurs de risque-là sont présents sur ce territoire-là, comme ils sont présents ici en France, en Amérique du Nord. Mais ce qui fait, je pense, la grande différence, c'est sur le dépistage, sur la prévention et sur le traitement des facteurs de risque qui sont modifiables. L'intervention de MSF a permis l'introduction de nouvelles techniques, comme la fibrinolyse, qui consiste à dissoudre des caillots sanguins. Elle a aussi permis d'améliorer l'approvisionnement en médicaments et matériel médical, le suivi des personnes souffrant de maladies coronariennes et la formation du personnel. Pour Zara, concrètement, ce programme, c'est l'intervention qui lui a sauvé la vie. Elle qui élève seule ses 2 petits-enfants, avec 100 € de revenus par mois, n'a pas de quoi payer les soins dont elle a besoin. Au total, en 2013, 830 patients ont été admis dans l'unité de réanimation. 500 d'entre eux souffraient d'un syndrome coronarien aigu. Les soins, tout comme les formations, se poursuivront en 2014. L'objectif est d'améliorer le diagnostic et de prendre en charge plus rapidement les personnes souffrant d'un syndrome coronarien aigu afin de diminuer les risques de mortalité ou de complications et de permettre à ces personnes, elles aussi, de pouvoir rentrer chez elles. Depuis plus d'un demi-siècle, les antibiotiques permettent de traiter facilement des infections auparavant mortelles. Mais aujourd'hui, les médecins sont de plus en plus souvent confrontés à une situation inquiétante. Leurs médicaments ne fonctionnent plus, leurs patients sont de nouveau en danger. Les principales causes de développement des résistances aux antibiotiques sont d'une part la surutilisation des antibiotiques pour des fièvres qui ne sont pas liées à des infections bactériennes, l'utilisation d'antibiotiques de contrefaçon, la mauvaise prévention des infections en milieu hospitalier notamment, le fait que les antibiotiques soient utilisés depuis des années dans l'industrie d'élevage comme facteur de croissance et pour finir, la mobilité des populations, notamment dans les zones de conflit où nous intervenons, où les populations vont pouvoir se déplacer d'un pays à l'autre et donc pouvoir répandre ce phénomène. Ce constat n'est pas nouveau, mais en 2014, pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport sur le sujet. Il confirme ce que les équipes MSF constataient déjà sur certains terrains, dans le programme chirurgical d'Amman par exemple.
MSF y prend en charge des personnes blessées dans d'autres pays de la région, d'Irak notamment. Chez les 3/4 de ces patients, les médecins constatent des infections dues à des bactéries résistantes. Même cas de figure en Haïti, dans le programme de prise en charge des grands brûlés de Port-au-Prince, ou encore en République centrafricaine. Les médecins ont été confrontés au cas de 5 blessés dont les plaies infectées ne guérissaient pas avec le traitement habituel. C'est un coût pour MSF qui accroît le coût sur les opérations, notamment le fait qu'on soit obligé de ramener des antibiotiques de dernière génération dans des pays où on ne l'avait pas, donc qui sont durs à importer souvent, et du coup qui vont aussi induire un temps de traitement beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux, d'une part. Deuxième part, le fait est que on va être obligé des fois de fermer certains hôpitaux pour pouvoir faire des décontaminations, des désinfections complètes. Pour nos patients, l'antibiorésistance, ça veut dire un échec thérapeutique. L'échec thérapeutique, ça peut être sous plusieurs formes, et notamment la nécessité de devoir amputer une personne qui a une jambe affectée, ou chez certaines populations, une augmentation de la mortalité, notamment chez les patients infectés au HIV ou des patients qui sont malnutris. La publication du rapport de l'OMS, c'est l'occasion pour MSF de s'associer à ce message d'alerte et de demander une meilleure surveillance de la résistance aux antibiotiques, pour l'instant encore mal documentée. Endiguer ce phénomène nécessitera une coordination au niveau international et un investissement important dans la recherche. Mais il existe des mesures à prendre dès aujourd'hui. Réserver la prescription d'antibiotiques à des praticiens formés, lutter contre la contrefaçon, mieux appliquer les règles d'hygiène et de stérilisation. Sur les terrains MSF, les médecins doivent régulièrement prendre en charge des brûlures ou encore des infections osseuses. Des programmes qu'ils devront abandonner si ces mesures ne sont pas mises en place et en l'absence d'une nouvelle génération d'antibiotiques. District de Chiradzulu au Malawi en 2001. Pourquoi vouloir introduire les ARV? Parce que nos médecins soignent des maladies opportunistes, que ces malades reviennent, qu'on finit par toutes les mettre au cimetière, mais c'est un droit, le droit aux soins. Donc on veut introduire des ARV au Malawi dans les conditions qu'on est pour pouvoir les soigner. Chiradzulu en 2013 cette fois. Cela fait 12 ans que les personnes séropositives suivies par MSF ont accès aux antirétroviraux. Épicentre, un centre de recherche épidémiologique, et MSF ont décidé de mener ici une étude de grande ampleur. L'objectif, évaluer le rythme de transmission de la maladie et l'accès aux médicaments des personnes séropositives. Ce que cette étude nous a montré, c'est qu'il est possible, dans des zones à très haute prévalence, en Afrique subsaharienne, d'avoir une très haute proportion de la population, près de 80%, qui est suivie et en bonne santé, tout en vivant avec le VIH. Lors de cette étude, les équipes ont utilisé des tests d'incidence. Ils permettent de mesurer à quel rythme progresse l'épidémie dans la population. L'incidence, c'est les nouveaux cas sur une période donnée. Et il y a des nouveaux tests aujourd'hui qui sont très récents, qui sont encore en plein développement. Et donc, MSF avec Épicentre ont voulu participer à ce développement, entre guillemets, et essayer pour la première fois de quantifier si la transmission est réduite aujourd'hui ou si on est encore dans une phase de transmission très importante. Ce qui nous a surpris, c'est bien évidemment l'estimation de la transmission du VIH, qui était beaucoup plus faible que ce à quoi on s'attendait, ce qui montre qu'on a une épidémie qui est en phase d'être contrôlée au Malawi, dans le district de Chiradzulu. Ceci est très probablement dû à une large couverture en antirétroviraux et au bon suivi des patients qui les reçoivent. Grâce à des traitements efficaces, les personnes séropositives n'ont qu'une faible présence du virus dans le sang. Elles ont donc très peu de chances de le transmettre. En 2013, une autre étude, menée cette fois au Kenya, avait au contraire montré une épidémie encore active, avec un taux de transmission très élevé. Dans le sous-district de Ndiwa, une personne sur 4 est infectée par le VIH. D'où la décision d'intervenir avec pour la première fois l'objectif
de réduire ce taux d'incidence, c'est-à-dire de s'attaquer à l'épidémie elle-même et pas seulement de soigner les patients qui souffrent du VIH et du sida, mais de faire les deux. Pour cela, les équipes vont entre autres tenter de réduire la transmission du virus de la mère à l'enfant et améliorer la qualité des soins. On va aussi mettre en place certaines interventions innovantes, comme par exemple, on va essayer de faire en sorte que tous les enfants, tous les bébés soient dépistés au moment de l'immunisation, de la vaccination, à 6 semaines et puis à 9 mois. Aujourd'hui, l'objectif de MSF est de confier aux autorités de santé les projets VIH qui fonctionnent bien, comme celui d'Homa Bay au Kenya ou d'Arua en Ouganda. Au Malawi, le manque de ressources humaines rend la tâche un peu plus difficile. Les équipes consacrent leurs efforts à la simplification et à la décentralisation de la prise en charge, par exemple en espaçant le rythme des consultations médicales et en introduisant la mesure de la charge virale dans les centres de santé. Le test Samba, le premier à pouvoir être utilisé en milieu rural, permet de savoir si le traitement d'une personne séropositive fonctionne ou non. La mesure de la charge virale n'était réalisable auparavant que dans certains laboratoires régionaux. In Shirazulu, people live far away from the district hospital. À Shirazulu, les gens vivent loin de l'hôpital du district. Le fait de pouvoir mesurer la charge virale des patients au même endroit où ils reçoivent des soins est un véritable avantage. At the same place where they come to receive care. So the closest we can be to the patients. Plus nous sommes près des patients, plus le laboratoire est près des patients et plus c'est simple pour eux. The easier it is for the patient. Après 15 ans de lutte contre le sida, MSF recentre aujourd'hui ses efforts sur les régions et les populations négligées par l'aide internationale et par les États eux-mêmes, comme les enfants et les adolescents. Les équipes mènent des missions exploratoires qui ont pour but d'identifier les populations qui n'ont pas accès à une prise en charge appropriée et d'évaluer l'aide qu'elles pourraient leur apporter. La prise en charge de la tuberculose est l'une des priorités de MSF, qui intervient dans ce domaine dans 16 pays différents. En 2013, les équipes ont diagnostiqué plus de 4800 personnes souffrant de la maladie. Pourtant, cela fait des années que les équipes sur le terrain, qui travaillent avec des outils vieux, peu efficaces et inadaptés, attendent des innovations, en Arménie notamment, où de nombreuses personnes souffrent d'une forme résistante de la maladie. Pour ceux qui étaient en échec de traitement contre la tuberculose résistante en Arménie, avant 2013, il n'y avait aucun traitement possible. Ces patients se retrouvaient dans la rue, dans des centres de soins palliatifs ou chez eux, en attendant de mourir. Pour ces patients, un médicament représente un nouvel espoir, la bédaquiline, une molécule dont tous les essais cliniques ne sont pas terminés. Elle peut déjà être administrée dans le cadre d'un usage compassionnel aux personnes qui souffrent d'une tuberculose résistante et pour qui tous les autres traitements ont échoué. Une cinquantaine de patients arméniens traités par MSF reçoivent plusieurs antibiotiques, dont la bédaquiline. 1 an après le début du premier traitement, les premiers résultats sont encourageants. La quasi-totalité des patients montrent des signes d'amélioration et les effets secondaires semblent limités. Avec la bédaquiline, on emploie d'autres médicaments contre la tuberculose, qui sont nouveaux en Arménie. Et cela implique d'être plus prudent dans le suivi des effets secondaires. Le principal effet secondaire, c'est un changement dans l'électrocardiogramme. On suit cela de très près. On fait des électrocardiogrammes toutes les semaines. Mais concernant la bédaquiline, pour l'instant, je n'ai eu aucun patient se plaignant d'effets secondaires. Toujours sur le front de la tuberculose, MSF intervient aussi au Cambodge. Ici, les enjeux sont bien différents. Ce qui inquiète les équipes, c'est le pourcentage de la population souffrant de la tuberculose. Le Cambodge fait partie des 22 pays où le nombre de cas est le plus élevé. Le défi n'est pas tant de renouveler l'arsenal thérapeutique que de réussir à diagnostiquer et mettre tous les malades sous traitement. Une grande majorité des patients qui souffrent d'une tuberculose active ne sont pas identifiés dans le système actuel.
C'est un système qui a atteint ses limites. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Donc nous devons inventer de nouveaux mécanismes, de nouveaux moyens d'identifier toutes ces personnes, tous ces patients qui ont une tuberculose, mais qui ne présentent pas de symptômes, et que le système de santé actuel ne détecte pas. Les équipes ont donc démarré un projet pilote pour MSF. Il s'agit de faire du dépistage actif. Elles se rendent donc directement auprès des groupes à risque, comme les personnes de plus de 55 ans, pour les informer et les encourager à se rendre dans un site mis en place par MSF et dédié au dépistage. Un moyen de s'assurer que tous ceux qui ont besoin d'un traitement puissent en bénéficier. Été 2013, la saison des pluies bat son plein au Soudan du Sud. Le camp de Yida est inondé. Pour les milliers de réfugiés qui vivent ici, cela signifie un risque accru de tomber malade. Les leçons tirées de l'année dernière sont que les diarrhées, le paludisme et les infections respiratoires aiguës étaient les principales causes de mortalité. Afin d'éviter que ces maladies ne se propagent dans le camp, MSF a lancé cette année un programme d'eau et d'assainissement et en ce moment, nous faisons une campagne de vaccination visant à prévenir principalement, mais pas seulement, les infections des voies respiratoires. Cette campagne de vaccination est une première en situation d'urgence. En 3 mois, de juillet à septembre 2013, MSF a vacciné environ 5700 enfants de moins de 2 ans contre le pneumocoque et l'hémophilus, les 2 bactéries responsables des pneumonies les plus graves. Cette vaccination est spéciale parce qu'il s'agit de l'introduction d'un nouveau vaccin chez une population considérée comme vivant dans un état très précaire. Ce vaccin n'est pas nouveau. Il a été introduit dans plusieurs parties du monde. Mais il me semble que c'est la première fois qu'il est utilisé dans une situation comme celle-ci, c'est-à-dire à l'intérieur d'un camp de réfugiés. Il est important de pouvoir introduire ce vaccin en situation d'urgence. L'expérience a montré que c'était également possible. Mais pour généraliser ce genre de campagne, il faut pouvoir agir rapidement, ce qui n'a pas été le cas au Soudan du Sud. Ça nous a pris près de 9 mois, je crois, pour que la campagne soit prête et que l'on donne la première dose du vaccin. Nous avons discuté, négocié avec les autorités de santé locales pendant quelques mois. Puis il y a eu des discussions sur l'acquisition du vaccin en lui-même. Et enfin, l'acheminement des doses jusqu'ici a pris du retard. Parmi les contraintes de la vaccination en situation d'urgence, la nécessité de conserver les vaccins au froid jusqu'à l'administration. Pour contourner cette difficulté, les regards se tournent entre autres vers ce qu'on appelle la chaîne de température contrôlée. En 2013, MSF, Épicentre, un centre de recherche en épidémiologie et d'autres partenaires, ont donc mené une étude au Tchad sur un vaccin contre le tétanos, conservé tout de même jusqu'à 40 degrés pendant 30 jours. Les résultats concluants de cette étude incitent à intensifier les recherches sur le développement de vaccins moins sensibles à la température. La vaccination en situation d'urgence n'est pas le seul défi à relever, car on estime qu'un enfant sur 5 dans le monde n'a toujours pas accès à toutes les doses de vaccins nécessaires avant 1 an. Les obstacles sont certes logistiques, mais également d'ordre financier. Il y a 10 ans, nous pouvions vacciner contre 6 maladies et cela coûtait environ $1,30. Aujourd'hui, nous pouvons vacciner contre une douzaine de maladies. Mais un cycle complet de vaccination coûte presque $40. Nous ne connaissons même pas le véritable coût de ces vaccins, car les industries pharmaceutiques ne sont pas transparentes sur le sujet. Il s'agit d'un enjeu de taille pour MSF. Les équipes ont dispensé quelques 1,5 million de doses de vaccins à travers le monde en 2013. Plus de la moitié de ces doses ont été distribuées dans le cadre d'activités de vaccination de routine. Au début du mois d'avril 1994, le massacre planifié des Rwandais Tutsis débute. 20 ans plus tard, les dilemmes soulevés par cette mission dans un pays confronté à l'horreur continuent de questionner les Médecins sans frontières.
Début 1994, une équipe MSF était déjà présente au Rwanda auprès des milliers de personnes déplacées par le conflit entre les rebelles du FPR et le gouvernement. Quelques jours après le début du génocide, une équipe chirurgicale arrive à Kigali via un convoi d'MSF et du Comité international de la Croix-Rouge, parti de Bujumbura, la capitale du Burundi. Le lendemain de notre arrivée, avec les médicaux du Comité international de la Croix-Rouge, nous sommes allés faire une visite au principal hôpital public de Kigali, le CHK, où il était plus ou moins prévu que nous travaillions. Et avec le coordinateur médical du CICR, on a tout de suite constaté que c'était impossible de travailler dans cet hôpital parce qu'on y tuait les blessés, et notamment les blessés Tutsis. Seul l'hôpital de campagne mis en place à Kigali par MSF et le CICR sera épargné par les massacres. Chaque jour, une équipe en sortait pour aller chercher les blessés en ville. Quand on passait les barrières des miliciens, ces derniers nous expliquaient que notre travail servait à rien, que de toute façon ils avaient prévu de tuer tous les Tutsis. Et donc j'essayais de voir devant chaque blessé si ça valait le coup ou pas de leur faire prendre le risque de leur faire traverser une partie de la ville et toutes les barrières de miliciens. Sinon, quand les blessures étaient moins graves, on donnait des soins sur place, tout en sachant que ces gens-là, leur problème principal, c'était pas tant de recevoir des soins que d'échapper aux miliciens qui avaient prévu de les tuer. Dès leur arrivée, les équipes sont témoins de la violence qui se déchaîne, mais à ce moment-là, il est trop tôt pour réaliser qu'il s'agit d'un génocide. Malheureusement, avant de comprendre que les gens ne pouvaient absolument pas retourner en ville et quitter l'hôpital sans être menacés de mort, il s'est écoulé quelques jours, le temps qu'on soit organisé, qu'on ait réquisitionné des maisons voisines pour étendre nos capacités d'accueil et pouvoir garder les blessés soignés, même quand ils auraient pu rentrer chez eux. Donc comprendre ce qui se passait, ça débouchait sur des décisions pratiques comme celle-là. C'est des événements très impressionnants, qui vont très vite. Et donc on avait vraiment l'impression de courir après l'histoire pour comprendre ce qui se passe. En quelques mois, 800 000 personnes ont été tuées, dont une partie du personnel MSF, lui aussi victime de la folie meurtrière. Rien que dans le génocide, on a perdu au moins 200 collègues rwandais avec qui on travaillait, qui ont été massacrés. Et on était tellement surpris par l'importance des événements, leur radicalité, etc., qu'on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait pour aider nos collègues à s'enfuir. Face à l'ampleur des massacres et aux difficultés qu'elle rencontre pour porter secours aux victimes, MSF fait appel, pour la seule fois de son histoire, à une intervention armée. On n'arrête pas un génocide avec des médecins, rappelle le texte, qui demande aux Nations Unies de stopper les tueurs et de protéger les survivants. Fallait-il prendre la parole plus tôt? Aurait-on pu mieux protéger le personnel MSF? Comment soigner les blessés dans ce contexte de chasse à l'homme? 20 ans plus tard, les dilemmes soulevés par le génocide rwandais font écho à l'actualité en République centrafricaine ou au Soudan du Sud et continuent de questionner les Médecins sans frontières.